La pauvre serveuse a recueilli chez elle un homme évanoui dans la place, sans savoir qu'il était un PDG millionnaire. Et quand il s'est réveillé, le froid de la nuit s'était infiltré dans chaque recoin de la ville, recouvrant Lyon d'un silence apaisant. Les rues du quartier Presqu'île étaient presque désertes à cette heure tardive, sauf pour quelques silhouettes pressées ou perdues dans leurs pensées. Claire Moreau rabattit le col de son manteau usé sur son cou, ses pas résonnant faiblement sur les pavés humides, alors qu'elle quittait le petit bistrot où elle travaillait. Il était près de minuit, et comme tous les soirs, elle rentrait à pied jusqu'à son modeste appartement, à une vingtaine de minutes de là. Claire avait 32 ans, une vie rythmée par les horaires du service, les factures à payer et les responsabilités qu'elle n'avait jamais vraiment choisies. Jadis étudiante en anthropologie, elle avait tout abandonné pour s'occuper de sa sœur cadette, Élodie, lorsque leurs parents étaient morts dans un accident de voiture. Depuis, les rêves de voyage et de recherche lointaines s'étaient effacés, remplacés par le tintement des assiettes, les commandes à la chaîne et les sourires de façade. Ce soir-là, comme tant d'autres, elle traversa la place Bellecour. Les statues de bronze et les lumières pâles des lampadaires lui étaient familières, rassurantes même. Pourtant, quelque chose attira son attention. Sur un banc, un homme était affalé, immobile. Il semblait inconscient. Claire ralentit le pas, le cœur battant plus vite. Elle hésita un instant, jetant un regard autour d'elle. Personne. Elle s'approcha prudemment. L'homme portait un manteau noir de qualité, visiblement hors de prix, mais il avait le visage blême, les lèvres légèrement violacées par le froid. Il respirait. Claire sentit une bouffée de soulagement, mais aussi une inquiétude croissante. Que faisait-il là, seul, sans protection contre le froid nocturne? Était-il ivre, victime d'un malaise? Ou pire, elle tenta de le réveiller, en posant doucement la main sur son épaule. Pas de réponse. Elle le secoua un peu plus fort. « Monsieur, vous m'entendez » Il gémit faiblement, mais ses yeux restaient fermés. Claire jeta un nouveau coup d'œil autour d'elle. Aucun passant, pas même une voiture de police. Elle sortit son téléphone, mais l'hésitation la retint. Appeler les secours? Ils allèrent peut-être le prendre pour un SDF ou un alcoolique et s'en débarrasseraient sans ménagement. Il n'avait pas l'air dangereux, juste perdu, abandonné. Contre toute logique, et malgré une part d'elle qui criait que ce n'était pas une bonne idée, elle prit une décision qu'elle-même ne comprenait pas totalement. Elle glissa un bras sous celui de l'homme et tenta de le relever. Il était lourd, mais elle parvint à le soutenir jusqu'à ce qu'il se tienne tant bien que mal debout. Il murmurait des mots incohérents, sa tête vacillant contre l'épaule de Claire. Le chemin jusqu'à chez elle fut laborieux. Heureusement, son immeuble se trouvait à seulement quelques rues de là. Elle croisa un couple à l'entrée d'un bar qui la regarda bizarrement, mais personne n'intervint. Une fois arrivée dans son petit appartement du 3e étage, elle installa l'inconnu sur son canapé, tira une couverture de l'armoire et alluma le chauffage. Elle l'observa un moment. Il semblait plus jeune maintenant que la lumière tombait sur son visage. Peut-être dans la quarantaine. Les traits fins, un soupçon d'élégance même dans sa faiblesse, mais totalement étranger. Claire s'assit sur le fauteuil en face, incertaine. Elle n'avait aucune idée de qui il était. Elle aurait dû appeler la police. C'était ce que toute personne raisonnable aurait fait. Pourtant, quelque chose dans l'attitude de cet homme, sa vulnérabilité peut-être, avait éveillé en elle une compassion qu'elle ne s'expliquait pas. La fatigue la gagna peu à peu, ses paupières se firent lourdes. Élodie était chez une amie pour la nuit, ce qui la rassurait un peu. Dans le calme retrouvé de l'appartement, elle ferma les yeux sans quitter l'homme du regard, se promettant de veiller sur lui jusqu'au matin. Demain, elle trouverait des réponses. Mais au fond d'elle, Claire sentait déjà que cette nuit n'était pas ordinaire. Quelque chose venait de changer. Un événement infime, presque banal, qui allait bouleverser tout le reste. La lumière douce du matin filtrait à travers les rideaux blancs de l'appartement, caressant les meubles modestes et les murs aux teintes claires. Claire s'était réveillée plus tôt que d'habitude, son esprit encore troublé par la décision qu'elle avait prise la veille. Elle s'était levée avec la sensation étrange que quelque chose d'important flottait dans l'air, une impression persistante que cette nuit n'avait pas été qu'un simple acte de compassion. Le silence était inhabituel, pesant, comme si tout attendait que quelque chose se passe. Sur le canapé, l'homme dormait encore, recroquevillé sous la couverture qu'elle lui avait donnée. Ses cheveux bruns étaient en désordre, son visage plus détendu que la veille.
bien que toujours marqué par une certaine fatigue. Claire l'observa un moment, cherchant à deviner son histoire dans les traits inconnus de son visage. Puis, presque comme si son regard l'avait réveillé, il bougea légèrement. Un frémissement, une respiration plus profonde, puis ses yeux s'ouvrirent lentement. Il resta immobile, clignant des paupières à plusieurs reprises, l'air perdu. Claire s'approcha doucement, gardant une distance respectueuse. « Bonjour, vous vous souvenez de quelque chose ?» Il tourna lentement la tête vers elle, l'expression floue. Il mit quelques secondes à parler, sa voix rauque trahissant une gorge sèche. « Où suis-je ?»« Chez moi. Vous étiez inconscient sur un banc de la place Bellecour. Je vous ai trouvé là hier soir et je n'ai pas su vous laisser comme ça. » L'homme cligna à nouveau des yeux, essayant de rassembler ses pensées. Il se redressa un peu, posa une main sur son front, comme s'il cherchait à extraire une mémoire enfuie. « Je ne sais pas. Je me souviens de marcher. Il faisait froid. Puis, plus rien. »« Vous connaissez votre nom ?» demanda Claire, plus curieuse qu'inquiète. Il sembla réfléchir longuement puis murmura. « Julien. Je crois que je m'appelle Julien. Juste Julien. » Il hocha lentement la tête. « Je ne sais pas. Je crois que c'est tout ce dont je me souviens pour l'instant. » Claire ne répondit pas immédiatement. Elle sentait une tension étrange dans la pièce, une sorte d'électricité statique. Il semblait sincère dans sa confusion, mais quelque chose dans sa manière de parler, de bouger, laissait deviner une éducation, une élégance rare. Son manteau, maintenant posé sur la chaise près de la porte, portait l'étiquette d'une maison de couture parisienne. Cet homme n'était clairement pas un sans-abri. Elle alla vers la cuisine ouverte et prépara du café, essayant de donner à la scène un semblant de normalité. L'odeur réconfortante du café emplit l'espace. Elle revint avec 2 tasses fumantes et lui en tendit une. « Merci », murmura-t-il en la prenant avec précaution. Ils burent en silence pendant quelques minutes. Puis Claire, incapable de contenir sa curiosité, reprit la parole. « Vous n'aviez rien sur vous, aucun portefeuille, aucun téléphone. Vous avez une idée de ce qui s'est passé ?» Julien secoua la tête, visiblement agacé par son propre vide. « Je ne comprends pas, c'est flou. C'est comme si quelque chose avait été effacé, ou peut-être... Non. Il y avait une salle, des gens, un écran. Et ensuite, je suis sorti. J'avais besoin d'air. J'ai tout fait. Vous avez eu un malaise ?» Il soupira. « Peut-être. Ou une crise. Une rupture, je ne sais pas. C'est comme un mur dans ma tête. » Claire le regarda intensément. Il n'avait pas l'allure ni le comportement d'un homme instable. Au contraire, il paraissait presque trop posé, trop mesuré dans sa façon de parler, même dans l'incertitude. Elle se sentit envahie par un conflit intérieur, continuer à l'aider ou le pousser à chercher de l'aide extérieure. Pourtant, quelque chose en elle la poussait à lui laisser du temps. « Vous pouvez rester ici pour la journée si vous voulez, mais je vous conseille d'aller voir un médecin, ou au moins de contacter quelqu'un. » « Je n'ai pas envie de parler à qui que ce soit pour le moment, » répondit-il presque aussitôt, son regard fuyant. « Vous avez peur de quoi, Julien ?» Il leva les yeux vers elle. Il y avait dans son regard une douleur sourde, profonde, comme un combat intérieur trop long. « J'ai peur de ce que je vais retrouver, » souffla-t-il. Claire ne sut quoi répondre. Elle comprenait d'une certaine manière. On pouvait vivre une vie entière à fuir certaines vérités. Elle en savait quelque chose. Pourtant, elle n'avait jamais été confrontée à une situation aussi étrange, aussi déconcertante. Elle choisit de ne pas insister. À la place, elle se leva et se dirigea vers la salle de bain. « Je dois me préparer pour le travail. Il y a de quoi manger dans la cuisine. Servez-vous si vous avez faim. Et restez ici. Reposez-vous. On verra ce que vous voulez faire plus tard. » Julien acquiesça, les yeux baissés vers sa tasse. Lorsque Claire quitta l'appartement 1 heure plus tard, elle jetait encore des regards hésitants en arrière. Elle avait l'impression de laisser un inconnu dangereux dans son espace le plus intime. Et en même temps, une voix ténue en elle murmurait qu'elle venait d'ouvrir une porte vers quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle pouvait encore imaginer. Dans les rues de Lyon, le jour s'annonçait clair. Mais pour Claire, cette journée allait bientôt se troubler de questions nouvelles, de soupçons inattendus et d'un sentiment étrange, celui de n'être plus tout à fait seule dans une existence qu'elle croyait figée. Le lendemain matin, le bistrot bourdonnait doucement de conversations matinales et du bruit rythmique des tasses qu'on déposait sur les tables. Claire enchaînait les commandes avec une efficacité mécanique, le regard parfois perdu dans ses pensées. Depuis qu'elle avait quitté l'appartement, une question l'obsédait sans relâche.
Qui était vraiment cet homme? Julien. Il semblait sincère, troublé, presque vulnérable. Mais quelque chose dans sa posture, dans son regard, dans ses silences surtout, trahissait une autre réalité, comme un fond de vérité qu'il n'osait pas ou ne pouvait pas formuler. Sa collègue et amie, Luna, la rejoignit derrière le comptoir alors qu'elle préparait un café serré pour un client régulier. Luna, 2 ans plus jeune, était le genre de personne à sentir tout de suite quand quelque chose clochait. Elle observa Claire quelques secondes, puis lança « Tu as l'air ailleurs. Il s'est passé un truc hier soir ?» Claire hésita. Elle savait que Luna ne la laisserait pas tranquille tant qu'elle ne dirait rien. Mais elle redoutait aussi de passer pour une idiote ou pire, pour quelqu'un de naïf. Finalement, elle céda, baissant légèrement la voix. « J'ai trouvé un homme évanoui sur un banc, place Bellecour, je l'ai ramené chez moi. » Luna écarquilla les yeux. « Tu quoi ?» Il avait l'air perdu, gelé. Il ne se souvenait de rien, juste de son prénom, Julien. Je n'ai pas eu le cœur de le laisser là. « Et il est toujours chez toi ?» Claire acquiesça. « Oui, il dormait encore quand je suis parti. » Luna secoua la tête, à la fois inquiète et intriguée. « Tu devrais être prudente. Mais... Attends, Julien, tu dis, quel genre d'homme? Quarantaine, bien habillé, manteau de luxe. Il parle bien, très calme. Il a dit s'appeler Julien, c'est tout. » Luna plissa les yeux, visiblement en train de fouiller dans ses souvenirs. Puis, sans prévenir, elle sortit son téléphone de sa poche, tapota rapidement sur l'écran et retourna l'appareil vers Claire après quelques secondes. « C'est lui ?» Sur l'écran s'affichait une photo tirée d'un article d'actualité économique. Un homme en costume sombre, debout sur une scène, micro à la main, s'adressant à une foule invisible. Claire sentit son souffle se couper. C'était lui. Pas de doute. Le même regard intense, la même mâchoire, les mêmes cheveux sombres. Julien. « Je n'y crois pas, » murmura-t-elle. « Julien Dumas, souffla Luna, PDG de la Dumas Technologies. Tu sais, les logiciels de sécurité numérique? Il est super connu dans le milieu. Je l'ai vu dans une conférence une fois. C'est une pointure. » Claire prit le téléphone pour mieux voir. L'article datait de quelques mois plus tôt. Il y était mentionné comme l'un des entrepreneurs les plus influents de France, à la tête d'un empire technologique présent dans plus de 20 pays. Il semblait charismatique, brillant, inatteignable. Et pourtant, ce même homme dormait dans son salon, perdu, fragile, presque effacé de lui-même. Elle rendit le téléphone à Luna, le cœur battant. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Pourquoi prétendre ne pas se souvenir de qui il est? Luna haussa les épaules. Peut-être qu'il dit vrai. Peut-être qu'il a vraiment oublié, ou qu'il fuit quelque chose. Tu devrais te méfier, Claire. Mais Claire n'écoutait déjà plus. Une cascade de pensées se bousculait dans son esprit. Si cet homme disait vrai, alors quelque chose de grave devait s'être passé. Et si, au contraire, il mentait, alors pourquoi venir précisément à elle? Pourquoi cette nuit-là, à cet endroit précis? En fin d'après-midi, après son service, elle rentra directement chez elle. Son cœur battait plus vite que d'habitude en montant les marches de l'immeuble. Quand elle ouvrit la porte, elle trouva Julien assis à la table de la cuisine, une tasse vide devant lui, les yeux fixés sur un carnet ouvert. Il leva les yeux à son entrée. « Salut. Je ne voulais pas fouiller, mais j'avais besoin d'écrire quelque chose, pour ne pas oublier. » Claire s'approcha, posa son sac. « Julien, je crois que je sais qui vous êtes. » Il se figea. Son regard se tendit. « Vous avez retrouvé quelque chose ?» Elle sortit son téléphone, ouvrit la même photo que Luna lui avait montrée et la posa devant lui. Il regarda l'écran longuement, sans parler. Son silence pesait. Puis, lentement, il hocha la tête. « Oui, c'est moi. Alors pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pourquoi faire comme si vous ne saviez rien ?» Julien se leva, s'approcha de la fenêtre et resta là un moment, le regard perdu dans la rue en contrebas. Parce que je ne savais pas comment l'expliquer. Parce que j'avais honte. Fut une réunion, quelque chose d'important. J'ai eu une sorte de panique, une crise. Je ne supportais plus l'idée d'être moi. Claire resta immobile. Tout en lui respirait l'épuisement d'un homme au bord du vide. Vous auriez pu disparaître n'importe où. Pourquoi ici? Pourquoi cette place, cette ville? Je ne sais pas, peut-être que je cherchais un endroit où personne ne me reconnaîtrait. Peut-être que c'est le hasard. Ou peut-être que je ne voulais plus être ce Julien Dumas que tout le monde regarde comme un modèle de réussite. Elle le rejoignit près de la fenêtre. Ce n'est pas un endroit fait pour fuir, Julien. Ce n'est qu'un répit, un refuge temporaire. Peut-être,
Mais pour la première fois depuis des années, j'ai respiré. Je ne suis pas prêt à retourner là-bas. Pas encore. Claire ne répondit pas tout de suite. L'image de l'homme de la veille, effondré sur un banc, revint à elle. Et maintenant ce même homme, PDG célèbre debout dans sa cuisine, fuyant son monde comme on fuit une cage dorée. Elle comprit alors qu'il n'était ni fou ni manipulateur, juste un homme perdu. Et peut-être, pensa-t-elle, que c'était exactement ce qu'elle était aussi. Deux solitudes qui s'étaient croisées par hasard, deux existences suspendues, cherchant encore un sens. Le silence de l'appartement de Claire semblait s'être épaissi depuis la révélation de la veille. Julien Dumas, ce nom résonnait désormais dans chaque geste, chaque regard échangé. Claire, pourtant naturellement pragmatique, se trouvait plongée dans une spirale d'interrogations auxquelles elle ne parvenait pas à donner un ordre clair. L'homme qu'elle avait recueilli n'était pas un inconnu perdu, mais une figure puissante du monde des affaires, un visage familier des journaux économiques et des conférences de presse. Et pourtant, assis à sa table, buvant son café comme un homme ordinaire, il semblait plus éloigné de ce monde qu'un inconnu dans la rue. Julien, de son côté, oscillait entre la gêne et la gratitude. Il sentait le regard de Claire changer, même s'il ne pouvait le lui reprocher. Elle lui posait des questions avec une douceur contenue, mais ses yeux trahissaient la méfiance grandissante. Il s'efforçait de répondre sans mentir, sans trop en dire non plus, comme s'il cherchait à protéger ce qui lui restait d'intimité dans cette bulle étrangère qu'il avait trouvée par hasard. Le troisième jour, l'atmosphère devint presque insupportable. Claire, en rentrant de son service, trouva Julien debout au milieu du salon, regardant une émission économique à la télévision. Il semblait absorbé, presque hypnotisé. Elle resta un moment sur le pas de la porte, puis rompit le silence. « Pourquoi vous êtes parti, Julien ? Je ne parle pas de la crise. Je parle de tout quitter sans prévenir, sans assistant, sans sécurité, sans personne. » Il éteignit la télévision, se tourna lentement vers elle, parce que j'avais l'impression d'étouffer dans ma propre vie. Chaque minute était calculée, chaque mot pesé. J'étais devenu un symbole, une marque. Même mes émotions devaient être stratégiques. Ce jour-là, après une réunion, j'ai senti que si je ne sortais pas, je n'en ressortirais jamais. Alors j'ai marché, longtemps, jusqu'à ne plus savoir qui j'étais. Et maintenant, vous comptez rester ici indéfiniment ? Vous croyez vraiment que vous pouvez fuir tout ça ? Julien s'assit, ses traits tirés par la fatigue. Non, je ne fuis pas. J'essaie de comprendre, de me rappeler pourquoi j'ai voulu tout ça un jour. Ce que je voulais accomplir avant que tout ne devienne politique, financier, impersonnel. Et moi dans tout ça ? Pourquoi rester chez moi ? Vous pourriez être n'importe où, dans un hôtel de luxe, incognito. Parce que je vous ai vu, dans cette nuit glacée, vous étiez la première personne à ne rien attendre de moi. Pas d'entretien, pas d'enjeu, juste de l'humanité. Claire sentit un frisson la traverser, un mélange d'émotion et de trouble. Elle s'assit à son tour, croisa les bras. J'ai besoin de savoir dans quoi je m'embarque. J'ai ma sœur, ma vie. Je ne peux pas me permettre de vivre dans une illusion ou dans un rôle de complice silencieuse. Vous êtes un homme public, Julien. Et si les médias découvrent que vous êtes ici, ils ne le feront pas. Pas pour l'instant. Mon absence est couverte, du moins quelques jours encore. J'ai laissé assez de zones floues pour que l'alerte ne soit pas donnée tout de suite. Claire le regarda, soupçonnant une stratégie plus profonde dans ses paroles. Pourtant, elle ne pouvait nier que sa présence avait déjà modifié l'équilibre de son quotidien. Depuis qu'il était là, quelque chose s'était réveillé en elle, une curiosité, une forme d'attention nouvelle. Mais la tension entre eux grandissait aussi, nourrie par ce flou constant entre vérité et prudence, entre empathie et instinct de protection. Ce soir-là, ils partagèrent un repas simple. Claire avait cuisiné des pâtes aux légumes, et Julien avait insisté pour mettre la table. Le geste l'avait amusé, mais elle l'avait laissé faire. Durant le dîner, il évoqua brièvement son enfance, un père sévère, une mère brillante mais absente, des études brillantes dans les grandes écoles, puis l'ascension rapide. Elle écoutait sans intervenir, décortiquant chaque mot, chaque pause. « Et vous » demanda-t-il à un moment, presque timidement. « Qu'est-ce qui vous a conduite ici ?»« Ma sœur, Élodie. Elle avait 14 ans quand nos parents sont morts. J'ai arrêté mes études pour m'occuper d'elle. J'étais à 2 doigts de partir au Pérou pour un stage en archéologie, mais la vie a choisi pour moi. Vous avez sacrifié vos rêves.
J'ai choisi ma famille. Ce n'est pas un sacrifice si on assume. Julien hocha lentement la tête. Vous avez cette force que j'admire et que je n'ai jamais vraiment eue. Vous admirez, mais vous fuyez aussi. Vous savez que vous ne pourrez pas rester ici éternellement, Julien. Même si moi je ne dis rien, ce monde finira par vous rappeler. Il resta silencieux, fixant son assiette, comme si les pâtes étaient devenus un labyrinthe de pensées. Puis, sans lever les yeux, « Je veux juste encore quelques jours où je peux être quelqu'un d'autre, ou personne peut-être. » Claire ne répondit pas. Elle se leva, commença à débarrasser. Julien l'aida sans qu'elle le lui demande. Chaque geste semblait chargé d'un poids qu'il ne savait pas encore nommer. Cette nuit-là, Claire ne trouva pas le sommeil. Les mots de Julien tournaient en boucle dans sa tête. Elle n'était pas naïve, elle avait conscience qu'il ne lui disait pas tout. Mais elle sentait, sans comprendre pourquoi, qu'il y avait une vérité plus intime, plus désespérée derrière ces silences. Et elle ne savait pas encore si elle voulait vraiment la découvrir. Le 4e matin se leva avec une lumière tamisée sur les toits de Lyon, projetant des reflets orangés sur les vitres de l'appartement modeste que Claire partageait avec sa sœur. Julien était déjà debout, une tasse de thé à la main, observant la ville encore engourdie par la fraîcheur de l'aube. Claire, qui sortait de la salle de bain en attachant ses cheveux, s'arrêta un instant pour le regarder. Quelque chose en lui semblait avoir changé depuis la veille. Une tension dans les épaules, une ombre plus épaisse dans le regard, comme si le silence qu'il s'était imposé depuis plusieurs jours ne pouvait plus contenir ce qu'il portait en lui. Elle s'approcha, sans bruit, et lui tendit une tranche de pain grillé qu'elle avait préparée. « Merci », dit-il d'une voix à peine audible, les yeux toujours tournés vers l'extérieur. Ils restèrent là, côte à côte, quelques instants. Puis Julien soupira profondément, reposa sa tasse sur la table et se tourna vers elle avec une lenteur mesurée, comme s'il cherchait à peser chaque mot à venir. « Claire, je crois qu'il faut que je vous dise la vérité maintenant. Pas toute peut-être, mais assez pour que vous compreniez ce que je fais ici et ce que j'essaye d'éviter. » Claire hocha simplement la tête. Elle ne le pressa pas. Elle sentait qu'il allait parler, vraiment cette fois, et elle voulait qu'il le fasse à son rythme. Il y a quelques mois, j'ai découvert quelque chose d'inquiétant dans ma propre entreprise. Des anomalies dans les rapports, des décisions prises sans mon accord, des contrats qui semblaient légaux mais qui dissimulaient autre chose. J'ai d'abord cru à une erreur, une négligence. Puis j'ai compris que quelqu'un à l'intérieur même de ma direction essayait de me doubler, de me pousser vers la sortie, discrètement, légalement, comme on élimine un pion devenu gênant. Claire fronça les sourcils, attentive. « Vous parlez d'un coup interne ?» « Exactement. Une manœuvre subtile mais implacable. Et ce qui m'a le plus troublé, c'est que je ne parvenais pas à savoir qui était derrière. Chaque fois que je pensais avoir une piste, elle disparaissait. J'ai commencé à douter de tout le monde, de mes associés, de mes conseillers juridiques, même de mon propre frère. Il s'arrêta un instant, les yeux dans le vide. La semaine dernière, lors d'une réunion décisive, on m'a présenté un document que je n'avais jamais validé, mais qui portait ma signature. Un document qui engageait l'entreprise dans une fusion qui me retirerait tout pouvoir décisionnel. J'ai compris que j'étais pris au piège, que ma propre structure m'était devenue étrangère. J'ai paniqué, je suis sorti. J'ai marché sans but, sans penser à l'heure, sans rien emporter. Et j'ai fini sur ce banc, cette nuit-là. Le silence s'installa. Claire, figée, sentait la gravité de ses paroles s'insinuer dans chaque recoin de son esprit. Elle comprenait désormais que ce n'était pas simplement une crise de nerfs ou un burn-out. Julien fuyait une trahison, un effondrement personnel et professionnel. « Pourquoi me le dire maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix plus douce qu'elle ne l'aurait cru. « Parce que je ne peux plus faire semblant. Vous m'avez offert un abri, une neutralité que je n'avais plus. Et j'ai besoin de votre aide, Claire. Pas comme assistante ou complice, mais comme quelqu'un qui n'est lié à rien de tout ça. Quelqu'un de l'extérieur qui peut regarder les choses sans être impliqué. » Claire resta immobile. Cette demande inattendue la frappait comme un orage soudain. Elle, simple serveuse dans un bistrot de quartier, mêlée à une affaire de haute trahison dans un empire technologique. Elle aurait dû refuser sur le champ, se retirer, se protéger. Mais au lieu de cela, elle demanda « Et qu'attendez-vous exactement de moi ?» Julien sembla soulagé par la question. Il alla chercher un dossier qu'il avait posé dans sa valise, unique trace de sa vie précédente qu'il avait emportée, et le posa sur la table. À l'intérieur, une trentaine de feuilles, des tableaux, des notes manuscrites, des impressions d'écran de mail.
Il lui montra un document en particulier. « Regardez celui-ci. C'est un contrat entre l'une de nos filiales et une entreprise écran. Il y a une clause étrange, une signature falsifiée et surtout un destinataire final qu'on n'arrive pas à tracer. C'est l'un des premiers indices qui m'a alerté. » Claire se pencha sur le papier, lut lentement, en silence. Elle ne comprenait pas tous les termes techniques, mais certains détails lui sautèrent aux yeux. Des dates incohérentes, une adresse partielle, un numéro de compte bancaire domicilié à l'étranger. « Vous avez vérifié cette entreprise écran. Plusieurs fois, elle change de nom tous les 3 mois. Elle sert de relais pour des transferts de fonds dissimulés. Et vos équipes internes, aucune alerte? Si, mais toutes les alertes ont été classées comme erreur de saisie ou malentendu. À croire que quelqu'un nettoie derrière chaque mouvement. » Claire se redressa, croisa les bras. « Et moi, dans tout ça, vous croyez que je peux faire quoi? Vous êtes intelligente, clairvoyante et surtout, vous n'êtes liée à aucun intérêt. Vous pouvez m'aider à trier ces données, à faire des connexions que je ne vois plus. Je suis trop impliquée, trop près de l'explosion. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle savait qu'accepter, même partiellement, revenait à franchir une frontière invisible, mais refuser serait renoncer à cette étrange mission qui, soudain, donnait un sens inattendu à ces journées grises. « Je ne promets rien, dit-elle enfin, mais je peux jeter un œil. » Julien lui sourit, un sourire discret, fatigué, mais sincère. « C'est tout ce que je demande. » Ils passèrent le reste de la matinée penchés sur les documents, côte à côte, et dans ce travail partagé, naquit une forme de complicité inattendue, faite de silences respectueux, de regards accordés et d'une attention mutuelle. Claire sentait que quelque chose en elle se réveillait, une partie enfouie depuis longtemps, sa curiosité, son instinct d'analyse, son goût pour les mystères à résoudre. Mais derrière l'adrénaline de la découverte, une question persistait. Pourquoi elle? Pourquoi ce PDG, perdu au milieu de la nuit, avait-il choisi de frapper consciemment ou non à la porte d'une femme qui, quelques années plus tôt, rêvait de déchiffrer des civilisations perdues? Peut-être que certaines réponses viendraient avec le temps. Peut-être qu'elles étaient déjà là, silencieuses, tapies dans les marges des contrats et les ombres des souvenirs. Le soir tombait sur Lyon, habillant la ville d'une lueur dorée qui se reflétait dans les vitres et s'étirait comme des ombres vivantes le long des murs. Dans l'appartement, l'atmosphère était étrangement tendue, comme si une force invisible retenait les mots avant qu'ils ne franchissent les lèvres. Julien était assis à la table, plongé dans les documents qu'il avait éparpillés sur le bois clair. Claire, silencieuse, découpait des légumes dans la cuisine, son esprit tournant à vive allure. Depuis qu'elle avait accepté de l'aider, une part d'elle s'était réactivée, comme un écho de la jeune femme qu'elle avait été avant les renoncements. Mais elle savait aussi que plus elle s'impliquait, plus elle risquait de se perdre dans une histoire qui n'était pas la sienne. Élodie entra brusquement dans l'appartement, jetant son sac sur le canapé avec l'énergie d'une adolescente contrariée. Claire leva les yeux, surprise par l'irruption, mais n'eut pas le temps de parler. Élodie s'arrêta net en apercevant Julien, qui s'était levé par réflexe de politesse à l'arrivée de l'invité. Un long silence s'installa, coupé net par une voix chargée d'émotion et de colère. « C'est une blague? C'est vraiment lui? Julien Dumas? Tu l'as fait entrer ici ?» Claire fronça les sourcils, confuse. « Tu le connais. Tout le monde le connaît, Claire. C'est à cause de lui que papa a perdu son travail. C'est sa boîte qui a fermé la fabrique de textiles où papa bossait depuis 20 ans. » Julien se figea. Les mots, durs, le frappèrent de comme une gifle. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais laissa retomber son souffle sans trouver les mots. Élodie, « Attends, tu ne peux pas dire ça comme si c'était si simple. » « Pas simple? Tu sais ce que papa a traversé après ça? Il s'est détruit, Claire. Et toi, tu l'héberges comme si de rien n'était? Tu cuisines pour lui? Tu lui fais confiance? » Claire s'approcha de sa sœur, tentant de l'apaiser, mais Élodie recula. « Non, je veux qu'il s'en aille. Immédiatement. Je ne veux pas qu'il reste une seconde de plus ici. » Julien prit la parole d'une voix basse, maîtrisée. « Je suis désolé, vraiment désolé. Je ne savais pas. Je ne savais pas que votre père, que cette fermeture avait touché votre famille. Vous ne savez rien. Vous avez signé des papiers derrière des bureaux vitrés pendant que d'autres perdaient tout. » Claire sentit un malaise profond grandir en elle. La colère d'Élodie réveillait des souvenirs enfouis, des soirs sombres où leur père rentrait silencieux, les épaules basses, les yeux vides. Et cette même entreprise dont elle avait à peine retenu le nom à l'époque, Dumas Technologies, en était bien l'origine. Est-ce vrai, Julien?
C'est vous qui avez ordonné la fermeture de l'usine? Il secoua la tête lentement, la voix cassée. Non, ce n'est pas moi. Mais c'est ma société, oui. Une de nos filiales. Je me souviens de ce dossier. Je n'étais pas d'accord avec la décision. J'ai essayé de la bloquer, mais j'ai été mis en minorité par les actionnaires. J'ai perdu ce combat-là, et j'en ai perdu beaucoup d'autres. Élodie haussa les épaules, incrédule. Facile à dire maintenant. Quand on se cache dans l'appartement des autres. Claire prit sa sœur par les épaules. Élodie, écoute-moi. Tu as raison d'être en colère. Moi aussi, j'ai ressenti cette colère. Mais il ne se cache pas. Il est là parce qu'il traverse un moment difficile. Et ce qu'il m'a raconté, ce n'est pas juste l'histoire d'un PDG qui veut se faire plaindre. Il est en danger, il a été trahi, et il cherche à réparer ce qu'il peut encore sauver. Et toi, tu crois à tout ça? Tu penses qu'il est sincère? Claire ne répondit pas tout de suite. Elle tourna les yeux vers Julien. Il ne la regardait pas, il regardait le sol. Il n'avait rien d'un homme en train de manipuler. Il semblait juste épuisé, abîmé par des années de lutte invisible. Et elle, malgré tout, voulait croire qu'il y avait une part de vérité dans son désarroi. Je crois qu'il n'est pas ce que nous avons imaginé. Et je crois que parfois, on juge trop vite ceux qu'on ne connaît pas. Papa n'a jamais voulu de vengeance. Il voulait juste comprendre. Peut-être qu'on peut au moins essayer. Élodie resta silencieuse, puis elle prit son sac, se dirigea vers la porte. J'ai besoin de réfléchir, mais je ne veux pas le voir ici quand je reviendrai. La porte claqua, laissant un vide glacial dans l'appartement. Claire resta immobile, puis se tourna vers Julien, qui n'avait pas bougé. « Je ne savais pas non plus, murmura-t-elle. J'avais oublié que c'était votre entreprise, que ça pouvait être lié. C'est le problème quand on devient trop grand. On perd la trace des gens qu'on touche. Je ne voulais pas que ça arrive, mais ça arrive, trop souvent. Est-ce que tout ce que vous m'avez dit est vrai? Est-ce que ce n'est pas juste une autre histoire bien racontée pour me faire baisser la garde ?» Julien releva lentement les yeux. Ils étaient rouges, humides, mais sans théâtralité. Juste un homme au bord de la rupture. « Je n'ai plus rien à gagner à mentir, Claire. Je ne suis pas venu ici pour m'excuser. Mais si je peux réparer une seule chose, alors je veux essayer. » Elle hocha lentement la tête. Elle savait que la suite serait plus difficile encore, que les conflits ne s'arrêteraient pas là. Mais une vérité s'était imposée à elle ce soir-là. Parfois, les blessures les plus anciennes surgissent quand on s'y attend le moins. Et c'est justement à ce moment-là qu'on doit choisir entre fuir ou affronter. Claire choisit de rester, au moins pour l'instant. Le jour suivant s'annonça plus calme, mais ce calme était trompeur. Claire, debout près de la fenêtre, regardait les passants défiler dans la rue sans vraiment les voir. La scène de la veille restait imprimée dans son esprit, comme une gifle qu'elle n'arrivait pas à effacer. Le visage fermé d'Élodie, la douleur dans ses mots et le poids du passé soudain posé entre elle et Julien. Pourtant, malgré les doutes, malgré les tensions, elle avait décidé de continuer. Pas pour lui, pas uniquement, mais parce qu'au fond d'elle, quelque chose s'était déplacé, quelque chose de silencieux, un élan qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la sensation de pouvoir agir, de faire une différence, aussi minime soit-elle. Julien entra dans la pièce avec prudence. Il semblait fatigué, mais il y avait dans son regard une clarté nouvelle, comme s'il avait traversé une nuit d'insomnie pleine de décisions. Il s'approcha doucement, tenant un dossier dans ses mains et s'arrêta à quelques pas de Claire. « Je ne veux pas vous forcer. Si après ce qui s'est passé hier, vous décidez de tout arrêter, je comprendrai parfaitement. Mais si vous acceptez encore de m'aider, alors j'aimerais vous montrer quelque chose. » Claire tourna lentement la tête vers lui, sans répondre. Elle le regarda quelques secondes, puis hocha légèrement la tête. Il ouvrit le dossier sur la table, révélant une série de schémas, de cartes mentales et de feuilles annotées à la main. Le tout semblait à la fois méthodique et désespéré, comme l'œuvre de quelqu'un qui cherche désespérément à reconstituer un puzzle dont les pièces ont été volontairement éparpillées. J'ai essayé de retracer les mouvements d'argent, les fusions suspectes, les signatures falsifiées, mais tout est entremêlé, protégé par des couches de société intermédiaires. Ce dont j'ai besoin, ce n'est pas seulement d'un regard extérieur. J'ai besoin de quelqu'un capable de trouver les connexions que je ne vois plus. Quelqu'un sans les œillères du pouvoir. Claire s'assit lentement à la table. Elle parcourut les documents, son doigt traçant les lignes d'un graphique complexe. Elle reconnut des noms de sociétés, des dates rapprochées,
des montants transférés par des canaux inhabituels. Il y avait là matière à enquête et plus encore, matière à révélation. Vous avez pensé à engager un détective, un auditeur indépendant? J'ai pensé à tout, mais chaque personne à qui je me suis adressé est liée d'une manière ou d'une autre à mon entreprise. Ils m'ont tous trahi ou abandonné. Je ne peux faire confiance qu'à quelqu'un comme vous. Vous n'avez rien à perdre, et je ne peux plus perdre personne. Il y avait une honnêteté brutale dans ces mots, un abandon qui désarmait Claire. Elle se redressa, prit une feuille vierge et commença à faire ses propres annotations. D'accord, mais si on fait ça, on le fait à ma manière. Je veux voir chaque fichier, chaque mail, chaque compte que vous avez, et je veux comprendre chaque décision que vous avez prise. Je ne veux pas juste être une observatrice. Vous serez bien plus que ça, Claire. Vous serez celle qui peut encore tout changer. Ils passèrent des heures à étudier les documents, à créer de nouvelles pistes, à repérer des incohérences. Claire, méthodique, posait des questions précises, creusait là où Julien n'avait vu qu'une formalité. Elle parvint à retrouver un lien entre une des sociétés écrans et une adresse IP basée à Genève, appartenant à un ancien partenaire de Julien, écarté depuis 2 ans après une divergence stratégique. Ce détail, anodin en apparence, ouvrait une brèche dans la forteresse opaque du complot. Julien la regardait travailler avec une admiration silencieuse. Il voyait en elle une lucidité qu'il n'avait plus croisée depuis longtemps. Claire n'était pas une simple serveuse qui avait laissé ses rêves mourir sous le poids des responsabilités. Elle était une analyste brillante, une penseuse intuitive, capable de lire entre les lignes et de connecter les points invisibles. Il ne comprenait pas comment il avait eu la chance de la croiser. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de la perdre. À la fin de la journée, Claire posa son stylo et s'étira, les muscles tendus par des heures de concentration. Il y a quelque chose de pourri au cœur même de votre entreprise. Ce n'est pas juste une question de pouvoir ou d'argent, c'est plus ancien, plus personnel. Quelqu'un essaie de vous effacer, mais aussi de réécrire votre histoire. Julien approuva d'un signe de tête. Je l'ai senti, moi aussi. Et je pense savoir par où commencer, mais j'ai besoin de temps et de discrétion. Alors il va falloir être plus malin qu'eux. On va tout reconstruire, pièce par pièce, jusqu'à ce que la vérité apparaisse. Il lui sourit, un sourire presque imperceptible, mais chargé de reconnaissance. Ce soir-là, ils ne parlèrent plus d'affaires. Ils mangèrent en silence, puis partagèrent un thé sur le balcon, regardant les lumières de la ville s'allumer une à une. Dans cet instant suspendu, Claire sentit quelque chose s'ouvrir en elle, une possibilité, une chance de recommencer, pas seulement pour Julien, mais aussi pour elle. Peut-être qu'elle n'avait pas tout perdu, peut-être que certains chemins abandonnés pouvaient être retrouvés, à condition d'avoir le courage de les suivre jusqu'au bout. Le matin s'annonçait clair, mais l'air portait cette tension particulière des jours où quelque chose va basculer. Claire s'était levée tôt, incapable de trouver le sommeil. Elle avait passé la majeure partie de la nuit à relire les notes qu'elle avait prises la veille, essayant de démêler les fils d'un réseau qui semblait se resserrer de plus en plus autour de Julien. Lui aussi, visiblement hanté par la même urgence, ne dormait plus que par intermittence. Le moindre bruit le faisait sursauter, et ses yeux, même lorsqu'il souriait, portaient cette inquiétude constante de quelqu'un qui sait que l'ennemi est déjà trop proche. Dans leur enquête improvisée, Claire avait noté une suite de transferts discrets entre des entités liées indirectement à la holding Duma Technology. Un nom revenait régulièrement, toujours dans l'ombre des décisions stratégiques, masqué par des signatures électroniques et des prête-noms étrangers. Ce nom, c'était celui d'une société domiciliée au Luxembourg, utilisée comme couverture pour des rachats progressifs de parts de l'entreprise mère. Mais ce qui attira surtout son attention, c'était que certaines de ces opérations remontaient à plusieurs années et impliquaient un conseiller financier personnel de Julien. Elle attendit que Julien ait terminé son café pour lui tendre la feuille imprimée avec les relevés croisés. « Tu reconnais ce nom ?»« Cléophane Group. » Julien prit le document, parcourut les lignes, son front se plissant à mesure qu'il lisait. « Oui, ce nom m'est familier, mais je ne l'ai jamais vu apparaître aussi régulièrement. C'est une société fantôme. L'un des anciens partenaires de mon frère Luc avait monté quelque chose avec ce nom-là, mais ça ne devait être qu'un projet avorté. Pourquoi ?» Claire se leva, alla chercher une autre feuille et la posa à côté. Parce que Cléophane Group a acquis silencieusement, au cours des 18 derniers mois, assez de parts via des sociétés intermédiaires
pour avoir aujourd'hui plus de 20% d'influence indirecte sur les décisions stratégiques. Et si l'on regarde de plus près les personnes qui ont autorisé certains transferts, on tombe sur des employés proches de Luc, toujours lui. Et encore plus parlant, un mail intercepté entre deux consultants mentionne ton absence comme une fenêtre d'opportunité définitive. Julien resta figé. Son visage perdit de sa couleur et il laissa les feuilles tomber sur la table. Luc? Non, pas lui. Il est mon frère. Il m'a aidé à fonder cette société. Il était là au tout début, quand on dormait dans des hôtels miteux pour convaincre des investisseurs de nous écouter. Claire le regardait sans ciller. Elle comprenait le choc. Mais elle comprenait aussi que les trahisons les plus profondes ne viennent jamais des étrangers. C'est peut-être justement pour ça que c'est lui, Julien, parce que personne ne soupçonnerait jamais Luc, parce qu'il connaît toutes les failles, tous les raccourcis, parce qu'il sait où frapper pour que tu ne puisses pas te relever. Julien s'assit, le regard perdu dans le vide. Des images défilaient derrière ses yeux, des souvenirs d'enfance, des projets construits à deux, des confidences échangées dans la fièvre du travail et l'enthousiasme des débuts. Il secoua lentement la tête, comme pour chasser une pensée trop douloureuse. « Tu es sûr? Tu as recoupé toutes les sources ?» Claire ouvrit son ordinateur portable, montra les tableaux, les schémas, les courriels cryptés. Julien suivait les lignes avec des gestes lents, comme s'il refusait de croire ce qu'il voyait. Il finit par poser sa main sur la table, lourdement. Il veut tout, pas seulement me faire tomber, il veut réécrire l'histoire, me faire passer pour l'obstacle à éliminer, puis reprendre le flambeau comme le sauveur de l'entreprise. Il a préparé ça depuis longtemps, et maintenant que tu as disparu, il agit. Un silence dense tomba sur la pièce. Julien semblait au bord de l'effondrement, mais quelque chose, une énergie ancienne, surgit soudain en lui. Il se leva brusquement, se mit à marcher de long en large. « Non, il ne gagnera pas. Je ne l'ai pas construit pendant 20 ans pour que mon propre frère le transforme en arme contre moi. Il faut que je revienne, que je prenne le contrôle, même si c'est la dernière chose que je fais. » Claire se leva à son tour, posant une main sur son bras. « Tu ne peux pas le faire seul. Il a une longueur d'avance. Il a les moyens, les réseaux. Il faut être stratégique. » Julien la regarda, son regard brûlant d'une détermination nouvelle. « Alors aide-moi, encore, jusqu'au bout. Tu sais que ce n'est plus juste une histoire de documents et d'analyse maintenant. Si on avance, on entre dans le domaine du combat ouvert. Il va savoir qu'on l'a découvert. Il va vouloir nous faire taire. »« Qu'il essaie, » répondit Julien. « J'ai été absent trop longtemps. Il est temps de revenir. » Ils passèrent les jours suivants à rassembler les preuves les plus solides, à sécuriser les dossiers numériques, à établir une chronologie claire de tous les mouvements de capitaux, des manipulations internes, des votes biaisés au sein du Conseil. Claire, désormais totalement impliquée, montrait une rigueur et une froideur qui étonnaient Julien. Elle n'avait plus peur. Elle avait compris que ce combat, bien qu'étranger à sa vie initiale, touchait à quelque chose de fondamental, la loyauté, la justice et le droit de ne pas être effacé. Julien, quant à lui, oscillait entre colère froide et peine sourde. Découvrir que la personne qu'il considérait comme un frère, un complice de vie, était aussi celle qui le trahissait dans l'ombre, le déchirait de l'intérieur. Mais il n'avait plus de place pour l'hésitation. Il devait frapper vite, frapper juste, avant que Luc ne finalise sa prise de contrôle. Lorsque Claire imprima le dernier rapport, elle le lui tendit avec calme. « C'est notre levier. Avec ça, tu peux appeler une réunion extraordinaire des actionnaires. Tu peux les confronter. Mais tu n'auras qu'une seule chance. Et tu devras être prêt à tout perdre pour sauver ce qui peut encore l'être. » Julien prit le document, le regarda un long moment, puis le glissa dans son sac. Il releva les yeux vers elle, et pour la première fois depuis le début de leur étrange alliance, il dit d'une voix claire « Merci, Claire. Tu m'as sauvé plus que je ne peux le dire. » Elle répondit sans sourire. « Alors ne perds pas ce que tu viens de retrouver. Ni toi, ni la vérité. » Le soir s'étirait lentement sur Lyon, enveloppant les rues d'un voile bleuté. Les volets de l'appartement étaient entr'ouverts, laissant passer une brise tiède qui faisait danser les feuilles d'un vieux ficus installé près de la fenêtre. Claire, assise en tailleur sur le tapis du salon, avait devant elle une pile de dossiers à moitié ouverts, son ordinateur portable posé à ses côtés. Julien, silencieux, l'observait depuis la table, ses mains croisées, le regard perdu mais vif. Depuis la découverte du rôle de Luc dans le sabotage de sa direction, une urgence tranquille s'était installée entre eux.
Chaque document, chaque fichier exploré était une marche de plus vers la vérité. Et la vérité, ils le savaient tous les deux, n'allait pas seulement changer le présent, mais éclairer d'une lumière crue le passé qu'ils croyaient, à tort, classé. Claire plongeait depuis plus d'une heure dans un vieux disque dur crypté que Julien avait récupéré quelques mois plus tôt. Lorsqu'il avait commencé à avoir des soupçons, il contenait des archives de la société, des rapports d'anciens projets, des correspondances internes entre les divisions européennes de Duma Technologies. En croisant les noms, les signatures électroniques et les dates, Claire tomba sur un document intitulé « Fermeture TEAV, décision finale, 2017, conseil restreint ». Son cœur se serra. TAV était l'abréviation de Textile Auxerre-Vole, la même usine où travaillait leur père avant sa fermeture brutale. Elle ouvrit le fichier. Le document était une retranscription partielle d'une réunion confidentielle entre les directeurs régionaux et les membres du conseil stratégique. Plusieurs noms apparaissaient, dont celui de Luc, en tant que responsable des opérations d'optimisation des sites non rentables. Mais ce qui frappa Claire fut la mention d'un désaccord marqué inscrit en marge, signé par Julien lui-même. Opposition ferme au démantèlement de TEAV. Proposition de restructuration en suspens. Manque de soutien au vote final. « Julien », appela-t-elle d'une voix plus basse que prévu. « Viens voir. » Il s'approcha, se pencha au-dessus de son épaule. Lorsqu'il lut le contenu, son visage se durcit, puis se fendit d'une amertume calme. « Je m'en souviens, » dit-il enfin. Ils avaient déjà décidé. « On m'a laissé formuler une alternative pour sauver le site, mais c'était pour la forme. Ils avaient besoin de faire des coupes pour satisfaire les nouveaux investisseurs américains. Et TAV était la cible idéale. Trop vieille, trop syndiquée, trop exposée. Tu as essayé de l'empêcher. » « Oui, mais j'étais seul. Luc avait déjà consolidé son influence. Il s'est arrangé pour que je sois absent au vote décisif, officiellement en déplacement. En réalité, je n'ai jamais eu le pouvoir de bloquer cette décision. » Claire relut les passages plusieurs fois, comme pour s'imprégner de cette vérité qu'elle avait attendue sans la formuler. Son père n'avait pas été licencié à cause d'un caprice de gestion. Il avait été sacrifié sur l'autel d'une guerre de pouvoir où Julien lui-même avait été tenu à l'écart. « Est-ce que tu regrettes ?» demanda-t-elle sans ironie. « Tous les jours. Pas seulement pour ton père, pour tous les autres. J'ai passé ma vie à croire que bâtir une entreprise éthique était possible dans ce monde, mais je n'ai pas vu à quel point les structures peuvent dévorer leurs propres créateurs. J'ai perdu plus que des batailles financières, Claire. J'ai perdu ma crédibilité, ma naïveté. Et des gens comme ton père ont payé le prix de mes illusions. » Claire sentit une émotion brute monter en elle, mais elle la retint. Elle n'avait pas besoin de larmes. Ce qu'elle avait sous les yeux valait bien plus. C'était une preuve, une réhabilitation silencieuse pour son père, pour leur famille, pour les années passées à vivre avec l'idée qu'ils avaient été balayés sans remords. « Je vais garder une copie, » dit-elle, refermant doucement le fichier. « Pas pour m'en servir contre toi, mais parce que c'est important. Pour moi, pour Élodie. » Julien acquiesça sans un mot. Plus tard, alors que la nuit était tombée et que les lampes tamisées diffusaient une lumière chaleureuse dans l'appartement, Claire s'installa de nouveau à son poste improvisé d'analyste. Elle retravailla la chronologie des événements ayant mené à la prise de pouvoir de Luc. Elle comprit que tout avait commencé avec la première série de licenciements en 2016, à peine quelques mois après l'entrée de nouveaux investisseurs anglo-saxons. Ce fut le point de bascule. Luc avait saisi l'occasion pour proposer une stratégie de restructuration agressive qui, sous couvert de compétitivité, masquait une ambition personnelle. Il voulait l'entreprise. Il la voulait à son nom. Et chaque fermeture, chaque économie, chaque fusion ratée avait été une marche vers cette prise de contrôle. Julien, lui, relisait les transcriptions des réunions du conseil. Il repérait les phrases codées, les expressions récurrentes qui dissimulaient les alliances internes. À mesure que le puzzle se reconstituait, il voyait apparaître une vérité glaçante. Ce n'était pas une guerre d'intérêts. C'était un effacement programmé. Luc avait méthodiquement isolé Julien de chaque cercle de décision jusqu'à ce que sa présence ne soit plus qu'un symbole vide, un vestige d'un fondateur romantique, dépassé par les logiques d'un capitalisme sans visage. À minuit passé, Claire referma son ordinateur, les yeux fatigués, mais son esprit clair. « Ce qu'on a trouvé ce soir, c'est plus qu'un argument. C'est un acte d'accusation. Tu peux le présenter au conseil. Ils ne pourront pas l'ignorer. Et s'ils choisissent quand même de me tourner le dos,
s'inquiéta Julien. Alors ce ne sera plus ton entreprise, et tu pourras la quitter en sachant que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Julien la regarda longtemps. Dans ce regard, il n'y avait ni gratitude excessive, ni admiration déplacée. Il y avait le respect sincère d'un homme qui voyait en elle non une alliée de circonstance, mais une conscience lucide, une femme capable de voir au-delà des apparences et de se tenir droite au cœur même du mensonge. Ce soir-là, ils ne se dirent rien d'autre. Leur silence était plein. Ils savaient qu'un point de non-retour avait été franchi, et que le lien entre leur passé et le présent ne pouvait plus être rompu. Le temps des compromis était révolu. Le temps de la confrontation approchait. Le matin du conseil arriva comme une sentence. Le ciel de Lyon, habituellement lumineux en cette saison, s'était chargé de nuages épais, comme pour souligner la gravité de ce qui allait se jouer. Claire avait préparé les derniers documents avec une minutie presque chirurgicale, les classant dans un porte-documents noir, sobre, mais parfaitement organisé. Julien, quant à lui, s'était levé tôt, avait revêtu un costume gris foncé impeccable, noué une cravate sobre et glissé dans sa poche intérieure les preuves irréfutables de la trahison de Luc. Il n'avait rien d'un homme brisé. Il était tendu, concentré, déterminé. Chaque geste, chaque mot qu'il prononçait ce matin-là semblait avoir été pesé à l'avance. Le trajet jusqu'au siège de Dumas Technologies se fit en silence. Claire l'accompagnait. Non pas comme une simple présence rassurante, mais comme partenaire active de ce qui allait être dévoilé. Elle avait accepté de se tenir à ses côtés dans cette confrontation, malgré tout ce que cela pouvait impliquer. Elle ne portait pas de tailleur strict ni d'accessoires pour impressionner. Sa tenue simple mais élégante, son regard fixe, ses mains fermes sur les dossiers, tout en elle disait qu'elle était là pour défendre la vérité, pas pour apparaître. À leur arrivée, ils furent accueillis par une secrétaire manifestement surprise de voir Julien en chair et en os. Son regard passa de lui à Claire, visiblement troublé par cette alliance inattendue. Julien ne laissa aucun espace à la tension. « Dites au conseil que je suis là. La réunion commence dans 10 minutes et je prendrai la parole en premier. » Le silence s'épaissit dans l'ascenseur. Lorsque les portes s'ouvrirent sur le dernier étage, ils traversèrent un long couloir vitré où les portraits des fondateurs ornèrent les murs. Julien s'arrêta une seconde devant une photo de lui plus jeune, aux côtés de Luc. Le contraste entre le passé et le présent était brutal. Ils entrèrent dans la salle de conférence. Les visages familiers de membres du conseil, d'administrateurs et de conseillers juridiques se tournèrent vers eux. Certains masquèrent leur surprise, d'autres affichèrent une neutralité glacée. Au centre de la table ovale, Luc était déjà là, assis à la place qu'occupait habituellement Julien. Il se leva, feignant une cordialité mal maîtrisée. « Julien, tu es revenu. Je dois dire que ta disparition a soulevé des inquiétudes. Je ne suis pas ici pour jouer les revenants. Je suis ici pour remettre les choses à leur place, Luc. » Julien posa le porte-documents sur la table et s'installa. Claire prit place à sa droite sans un mot. Luc observa la scène avec un sourire qui ne parvenait pas à cacher sa crispation. « Très bien, reprit-il. Puisque tu as demandé la parole, nous t'écoutons. » Julien se leva. Il prit le temps de regarder chaque membre autour de la table, puis commença à parler, d'une voix calme, maîtrisée, sans la moindre note d'hésitation. Depuis 2 ans, un processus de prise de contrôle progressif a été mis en œuvre dans cette entreprise, sous couvert de restructuration stratégique. Ce processus, mené par des sociétés écrans et des transferts dissimulés, a permis à une seule personne de manipuler le vote des actionnaires et de détourner le pouvoir de décision. Cette personne, c'est Luc Dumas. Un murmure parcourut la salle. Julien ouvrit le dossier, sortit les premières preuves, les transferts financiers, les sociétés fantômes, les enregistrements partiels de vote manipulés, les courriels interceptés. Claire compléta son propos avec des schémas qu'elle projeta sur l'écran, montrant la chronologie exacte de l'opération. Luc ne dit rien pendant plusieurs minutes, puis il se leva lentement, le visage fermé, et répondit d'une voix égale. « Ce sont des accusations graves. Tu sais que le Conseil ne se laisse pas guider par les émotions. Il exige des faits concrets et des interprétations légales valides. » Julien acquiesça. « J'ai consulté 3 juristes indépendants. Voici leurs avis, signés et authentifiés. Tous confirment qu'il s'agit d'un abus de pouvoir et d'une tentative manifeste de prise de contrôle frauduleuse. » Il distribua les documents, sans trembler. Luc tenta alors de reprendre l'ascendant,
évoquant la santé mentale de Julien, son absence, son instabilité présumée. Mais Claire se leva à son tour. « Si Julien était instable, je ne serais pas ici. Ce que vous avez tenté de faire n'est pas simplement immoral, c'est illégal. Et si ce conseil ne prend pas immédiatement les mesures pour suspendre Luc Dumas de toutes ses fonctions, alors nous irons devant les tribunaux, avec la presse, avec le ministère de l'économie et avec chaque actionnaire minoritaire qui a été trompé. » Le silence se fit glacial. Personne ne s'attendait à ce qu'elle prenne la parole avec autant de clarté. Julien la regardait avec un mélange d'admiration et de gratitude muette. Le président du conseil, jusqu'alors resté en retrait, intervint alors. « Nous allons nous retirer pour délibérer. 15 minutes. » Julien et Claire sortirent de la salle. Dans le couloir, il s'assit sur un banc, les mains jointes. Elle s'assit à côté de lui. « Quoi qu'il arrive, murmura-t-elle, tu as repris ton nom, ton histoire. » Il hocha la tête, les yeux dans le vide. Quand ils furent rappelés dans la salle, l'ambiance avait changé, moins tendue, mais toujours lourde. Après délibération, annonça le président, et à la lumière des éléments apportés, le Conseil décide de suspendre Luc Dumas de toutes ses fonctions exécutives à effet immédiat. Une enquête interne sera menée et un administrateur provisoire sera nommé. Luc ne protesta pas. Il resta immobile, figé dans un mutisme qui ressemblait à de la rage contenue. Julien, lui, se contenta d'acquiescer. Il ne triomphait pas. Il reprenait simplement ce qui lui avait été volé. Quand ils quittèrent le bâtiment, la pluie commençait à tomber doucement sur la ville. Julien se tourna vers Claire. « Tu savais que ce serait difficile, et tu es resté. Je ne suis pas resté pour toi, Julien. Je suis resté parce que la vérité mérite qu'on se batte pour elle. » Il sourit alors, le premier sourire vrai depuis des jours, et dans ce sourire, il n'y avait plus de guerre, seulement l'espoir d'un recommencement. Les jours qui suivirent la réunion du Conseil furent marqués par une étrange accalmie. L'entreprise semblait respirer à nouveau, comme libérée d'une emprise invisible. Luc avait été écarté, le Conseil avait ouvert une enquête indépendante, et Julien, bien que toujours prudent, avait été réintégré dans ses fonctions à titre provisoire. Pourtant, rien ne semblait revenir à la normale. L'air au sein du siège était plus tendu que jamais, les couloirs peuplés de chuchotements et de regards fuyants. Julien, lui, avait changé. Il n'était plus le chef d'entreprise strictement rationnel qui cherchait à sauver un empire technologique. Il était devenu un homme qui avait traversé une tempête personnelle et qui en sortait avec une vision différente du monde, de son rôle et de ce qu'il souhaitait construire. Claire, de son côté, avait repris ses habitudes avec une certaine difficulté. Travailler au bistrot lui paraissait irréel après avoir plongé dans les méandres d'une guerre de pouvoir à échelle internationale. Ses gestes derrière le comptoir étaient les mêmes, mais son regard avait changé. Les clients, les collègues, même les odeurs de cuisine lui semblaient appartenir à une autre vie. Le soir, en rentrant chez elle, elle repensait à tout ce qu'elle avait découvert, appris, ressenti. Julien venait moins souvent à l'appartement, préférant éviter d'y mêler davantage sa vie professionnelle. Mais il appelait chaque jour, parfois pour lui demander conseil sur une décision stratégique, parfois simplement pour entendre sa voix. Un soir, alors qu'elle fermait le bistrot, elle le trouva qui l'attendait à l'extérieur, adossé à un lampadaire, les mains dans les poches. Il la salua d'un signe discret et elle sut immédiatement que quelque chose se préparait. Il ne portait pas son air soucieux habituel. Au contraire, il semblait serein, presque léger, comme s'il venait lui parler d'un avenir plutôt que d'un problème. « Tu as 5 minutes ?» lui demanda-t-il. Elle hocha la tête. Ils marchèrent ensemble jusqu'à un banc en retrait, près d'une petite place fleurie. La ville brillait doucement sous les réverbères et l'air frais rendait la scène presque intime. « Je voulais te parler d'un projet », commença Julien. « Un projet ? Oui, quelque chose de concret, de durable, qui serait un pont entre tout ce qu'on vient de traverser et ce que je veux construire maintenant. Ce n'est pas une offre de travail, pas dans le sens habituel. C'est plus que ça. » Il sortit un dossier de sa veste, le lui tendit. Claire l'ouvrit un peu méfiante et commença à lire. Il s'agissait d'un plan de restructuration pour plusieurs anciennes usines de textiles fermées dans les 10 dernières années. Le but était de transformer ces sites en centres d'innovation locale, en coopératives technologiques à échelle humaine, mêlant formation, production artisanale assistée par technologie et implication sociale directe. Et tout en haut de la page, le nom du projet, Résilience. Ce projet, dit Julien en observant sa réaction,
pourrait commencer ici, à Lyon, avec l'ancienne TAV, celle où ton père travaillait. J'ai parlé à la mairie, ils sont ouverts, j'ai les fonds, j'ai le réseau. Ce qu'il me manque, c'est quelqu'un de vrai pour le diriger. Quelqu'un qui connaît le terrain, qui comprend les gens, qui n'a pas oublié ce que c'est que de tomber. Claire referma lentement le dossier. Tu veux que je dirige ça? Je veux que tu sois la conscience de ce projet. Tu ne seras pas un pion. Tu poseras les fondations. Tu décideras comment on avance, à quelles conditions. Ce projet ne peut exister que si des gens comme toi l'acceptent. Sinon, il sera vidé de sens. Elle ne répondit pas tout de suite. Son cœur battait vite, mais elle maîtrisait son expression. Elle relut les premières lignes du document, cherchant à percer au-delà des mots, à détecter l'intention réelle. Ce qu'elle y vit n'était pas un simple geste de réparation. C'était une tentative sincère de réécrire une partie de l'histoire, de rendre à une communauté ce qui lui avait été enlevé. Tu sais que je n'ai aucune formation pour ça. Je n'ai pas de diplôme de gestion, pas de titre officiel. Tu as ce qu'aucun diplôme ne donne. Tu as traversé ce qu'on veut réparer. Tu connais la perte, la reconstruction, le doute, et tu es restée droite. C'est tout ce qu'il faut. Elle garda le silence. Encore. Une part d'elle voulait dire oui immédiatement, portée par l'énergie du projet, par la confiance de Julien, par le symbole immense que représenterait cette renaissance. Mais une autre part, plus prudente, plus ancrée, se souvenait d'Élodie, de leur soirée simple, des années passées à deux contre le monde. Elle pensait à leur équilibre fragile, à cette vie qu'elle avait construite en dépit de tout. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle enfin. « Alors je comprendrai. Ce projet ne vaut rien s'il t'arrache à toi-même. Je veux que tu sois libre, pas emprisonné dans une gratitude déguisée. » Elle hocha lentement la tête. « Laisse-moi quelques jours, autant qu'il te faut. » Ils restèrent là, sans parler, à regarder les passants, les lumières, les fenêtres éclairées. Dans le silence, un respect mutuel s'était installé, plus fort que les mots, plus précieux que les promesses. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, Élodie était déjà là, installée sur le canapé, une série allumée mais sans réel intérêt. Claire s'assit à côté d'elle, le dossier sur les genoux. Elle l'ouvrit, le tendit à sa sœur sans parler. Élodie lut les premières pages, fronça les sourcils, puis releva les yeux. « C'est sérieux ? Très. Et tu vas dire oui ?» Claire ne répondit pas. Elle regarda sa sœur, son visage qui lui rappelait tant leur mère, sa force fragile, sa loyauté silencieuse. Elle savait que la réponse ne dépendait pas seulement d'elle, mais aussi de ce qu'elles étaient prêtes à reconstruire, ensemble. Le soleil se levait doucement sur Lyon, répandant une lumière tiède sur les façades aux teintes pastel. Claire, assise dans la cuisine silencieuse, une tasse de thé entre les mains, fixait un point invisible sur le mur face à elle. Cela faisait 3 jours qu'elle avait le dossier « Résilience » sur sa table, 3 jours qu'elle tournait et retournait chaque page, chaque mot, chaque chiffre. 3 jours aussi qu'elle pesait les implications d'un oui. La décision n'était plus simplement une question de logique ou de sentiment. Elle représentait une ligne de partage entre 2 identités, celle qu'elle avait endossée pendant des années, discrète, protectrice, centrée sur sa sœur et sa stabilité, et celle qu'elle pourrait devenir si elle se laissait porter par une ambition longtemps refoulée. Élodie entra encore en pyjama bâillant et s'assit face à elle. Claire lui tendit sans un mot le dernier résumé qu'elle avait rédigé. Sa sœur lut en silence. Puis, posant les feuilles sur la table, elle leva les yeux vers Claire avec une expression douce, bien plus mature que son âge ne le laissait croire. « Tu sais que si tu acceptes, tout va changer. » Claire acquiesça. « Je sais. Et tu sais aussi que je ne suis plus une gamine. Je peux me débrouiller. Tu n'as plus besoin de rester ici uniquement pour moi. Ce n'est pas une question de besoin, Élodie. C'est une question de choix. Je t'ai choisi encore et encore, chaque fois qu'il fallait poser une priorité. Et je ne regrette rien. Mais aujourd'hui, j'ai une possibilité que je n'ai jamais vraiment eue. Et j'ai peur de la prendre. Pas parce qu'elle est trop grande, parce qu'elle est réelle. Alors peut-être qu'il est temps de choisir aussi pour toi. » Ces mots, simples et posés, eurent l'effet d'une claque douce. Claire sentit un nœud se délier lentement en elle. Élodie avait grandi. Et elle, Claire, avait le droit d'évoluer aussi. Elle appela Julien en fin de matinée. Sa voix était calme, mais un léger tremblement trahissait son émotion. « J'accepte », dit-elle simplement. De l'autre côté du fil, un silence bref, puis une inspiration discrète. « Merci.
On va faire ça bien, Claire, vraiment bien. La première étape fut une rencontre avec les représentants municipaux de Lyon et les responsables de la zone industrielle où se trouvait l'ancienne TEAV. Claire, bien qu'encore étrangère à ce type de réunion, impressionna par sa clarté et son écoute. Elle ne parla pas comme une spécialiste, mais comme quelqu'un qui comprenait profondément ce que signifiait une fermeture d'usine, les familles désœuvrées, les rues désertées. Elle expliqua le projet avec une passion sobre, sans grand discours, mais avec une conviction qui touchait juste. Julien la laissait parler, intervenant seulement pour confirmer les aspects techniques et financiers. Il observait avec un mélange d'admiration et de soulagement. Claire ne cherchait pas à séduire ni à prouver. Elle était là parce qu'elle croyait sincèrement à la possibilité de réparer. Au fil des semaines, elle prit pleinement la tête du projet. Elle forma une petite équipe locale, fit appel à d'anciens ouvriers pour participer à la conception des nouveaux espaces, insista pour que les premiers recrutements soient faits dans le quartier. Elle refusa les consultants parisiens imposés par les partenaires, demanda que les réunions se fassent sur place et non dans les bureaux de la direction. Elle visita d'autres villes ayant subi des fermetures similaires, collecta des témoignages, dessina un modèle qui n'était pas une vitrine mais une solution adaptée aux réalités du terrain. Julien, de son côté, se tenait en retrait. Il respectait son autonomie, lui envoyait parfois des suggestions, mais ne cherchait jamais à imposer. Leur relation, qui aurait pu devenir ambiguë ou pesante, trouva un équilibre rare. Ils étaient alliés, amis, complices. Une affection discrète les liait, faite de respect mutuel et de confiance gagnée dans les épreuves. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient pour un dîner tardif dans un petit restaurant du Vieux Lyon, Julien leva les yeux vers Claire, son regard plus doux qu'à l'accoutumée. « Tu sais que tu as changé l'orientation de ma vie ?» Claire sourit légèrement, le regard plongé dans son verre. « Tu exagères. » »« Pas du tout. J'ai dirigé une entreprise pendant 20 ans avec la conviction de construire quelque chose de grand. Mais je n'avais jamais compris que la vraie grandeur, c'est de créer quelque chose qui tienne même sans toi. Tu m'as montré ça. » Elle resta silencieuse. Ses mots résonnaient fort. Elle n'avait jamais cherché à être un modèle, encore moins une muse pour un homme de pouvoir. Mais entendre que son engagement concret, ses choix lucides, avaient influencé une telle trajectoire avait quelque chose de bouleversant. « Et toi, tu te sens à ta place ?» demanda-t-il après un moment. Elle hocha lentement la tête. « Pour la première fois depuis longtemps, oui, mais à ma manière. Je veux continuer à vivre ici. Je ne veux pas un bureau à Paris ni une carte de visite dorée. Je veux rester proche de ma sœur, des gens. Je veux que ce que je fais reste réel. Alors je promets de ne jamais te demander autre chose. » Ce pacte scellé sans formalisme fut leur véritable engagement. Plus fort que n'importe quel contrat, plus intime que n'importe quelle déclaration. Dans les semaines suivantes, le chantier de la TEAV commença réellement. Les premières structures furent rénovées, les machines anciennes nettoyées, des espaces partagés créés. Les habitants du quartier recommencèrent à passer devant les grilles avec curiosité, parfois même avec un espoir timide. Claire, souvent sur place, saluait chacun, prenait le temps d'écouter, d'expliquer. Elle n'était pas devenue une dirigeante au sens classique, elle était devenue une passerelle entre un passé douloureux et un avenir possible. Julien continuait son rôle à distance, veillant à la stabilité financière, protégeant le projet des retours opportunistes de certains membres du conseil, mais surtout, il laissait Claire respirer, grandir, exister par elle-même. Et au fond d'elle, Claire savait qu'elle venait de franchir un seuil définitif. Elle n'avait pas seulement accepté un rôle ou un projet, elle avait fait un choix qui l'avait libérée, non pas de sa vie d'avant, mais du poids invisible de ses renoncements. Pour la première fois, elle ne survivait plus. Elle construisait, et cette construction portait enfin son nom. Le chantier avançait à un rythme soutenu. Chaque semaine, de nouveaux murs se redressaient, les sols se couvraient de câbles, de lignes neuves, de matériaux réutilisés. Ce qui n'était encore qu'un amas de gravats quelques mois plus tôt devenait peu à peu un espace vivant, dynamique, prêt à accueillir des idées, des projets, des voix longtemps tues. Claire passait le plus clair de son temps entre les réunions de terrain, les rencontres avec des associations locales, les appels de jeunes entrepreneurs curieux de s'impliquer dans l'aventure. Elle ne se sentait ni dirigeante, ni fonctionnaire. Elle était un relais, une facilitatrice, une femme debout dans un monde en reconstruction. Julien venait parfois discrètement, presque toujours sans prévenir. Il assistait à une session
déjeunait avec les ouvriers, posait des questions puis repartait sans tambour ni trompette. Leur relation s'était affinée au fil des mois, hors de toute étiquette. Ils n'avaient jamais nommé ce qu'ils étaient devenus l'un pour l'autre. Il n'y en avait pas besoin. Ce qu'ils partageaient dépassait la simple intimité. C'était une forme de fidélité rare, née dans la tempête, renforcée par le silence, la constance, la reconnaissance mutuelle. Un samedi matin, Claire reçut un courrier manuscrit. L'enveloppe portait un timbre ancien et un cachet d'une fondation culturelle lyonnaise qu'elle ne connaissait que de nom. À l'intérieur, une lettre brève mais frappante. Son ancien professeur d'anthropologie, celui qu'elle avait quitté sans un mot après la mort de ses parents, avait parlé d'elle à un comité d'orientation sociale. Il cherchait un profil atypique, capable de diriger un petit centre culturel de quartier avec une double vocation, sociale et artistique. Le local était prêt, le financement de départ était là. Ce qu'il manquait, c'était quelqu'un qui connaissait les deux mondes, celui des marges et celui de la création. Claire resta longtemps à relire la lettre. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas une distraction, c'était un rappel, une invitation. Une main tendue du passé, venue réveiller quelque chose de plus ancien encore que son engagement auprès de Julien, le rêve originel, celui de transmettre, de relier les gens, de créer un lieu où les histoires se croisent, où les blessures s'expriment, où les voix se racontent. Elle alla voir le lieu le jour même, un ancien atelier d'imprimerie, reconverti en espace modulable, avec une mezzanine, une verrière, un petit jardin à l'arrière. Tout était à inventer. Rien n'était figé. C'était un espace vide, mais chargé de promesses. Elle prit le temps de réfléchir. Elle consulta Élodie, comme toujours. Sa sœur, désormais étudiante en sociologie, lui répondit avec une maturité désarmante « Ce n'est pas un choix entre eux et moi. Ce n'est même pas un choix entre Julien et ce projet. C'est un choix entre ce que tu fais et ce que tu es. Et je crois que tu sais déjà ce que tu dois faire. » Le lendemain, elle en parla à Julien. Ils étaient assis dans un petit café, leurs tasses entre les mains, les rues de Lyon animées derrière eux. Elle lui raconta la lettre, la visite, ce qu'elle avait ressenti. Il l'écouta sans l'interrompre, son regard posé sur elle comme un ancrage. Puis, simplement, « Il faut que tu y ailles. Ce lieu, c'est toi. Et si on s'est rencontrés, c'était peut-être pour que tu sois prête quand ce moment viendrait. Ce qu'on a construit ici, tu n'en es pas détaché. Tu en es l'origine. Mais tu dois continuer ailleurs maintenant. Et toi ?» demanda-t-elle, non pas par peur, mais par clarté. « Moi, je suis là, toujours. Peut-être un peu plus loin, mais jamais en dehors. » Elle accepta la proposition de la fondation. Le centre ouvrit ses portes 3 mois plus tard, lors d'un week-end d'automne. La façade avait été repeinte par des artistes du quartier. À l'intérieur, des enfants couraient entre les ateliers. Des anciens ouvriers racontaient leur vie à des adolescents fascinés. Des écrivains anonymes lisaient leurs textes à voix haute. Claire circulait parmi eux, attentive, présente, heureuse. Elle avait appelé l'endroit « Les Voix retrouvées ». Ce n'était pas seulement un clin d'œil poétique, c'était un manifeste. Dans ce lieu, chacun pouvait reprendre sa parole, reconstruire son récit, exister en dehors des normes. Julien vint pour l'inauguration. Il resta en retrait, saluant quelques personnes, observant plus qu'il ne parlait. Quand leurs regards se croisèrent, il leva simplement sa main. Elle répondit d'un signe discret. Ils n'avaient pas besoin de mots. Leur histoire n'était pas finie. Elle avait juste changé de forme. Avec le temps, le centre devint une référence dans les projets de transformation sociale. Claire fut invitée à d'autres villes, d'autres espaces, mais elle resta fidèle à Lyon. Elle aimait cette ville aux 1000 couches, aux cicatrices visibles, à la mémoire vive. Julien poursuivit sa mission dans l'ombre. Il restructura Duma Technologies, donna plus de place aux projets locaux, aux investissements responsables. Il refusa les grandes opérations médiatiques. Il privilégia la lenteur, la profondeur, et il revenait souvent au centre, non comme bienfaiteur, mais comme visiteur silencieux. Un soir, alors que Claire fermait le lieu après un atelier de théâtre, elle s'arrêta un instant sur le seuil. Le ciel était clair, l'air frais. Elle repensa à cette nuit, place Bellecour, aux bancs, aux corps affaissés qu'elle n'avait pas pu ignorer. Si elle avait continué son chemin ce soir-là, rien de tout cela n'aurait existé. Pas le projet, pas les voies retrouvées, pas ce centre, pas cette Claire-là.
Elle ne croyait pas au destin, mais elle croyait au choix. Et ce choix-là avait changé sa vie, et d'une certaine manière celle de tant d'autres. Elle sourit doucement, puis elle ferma la porte à clé, prête pour la suite.